parti pour ce nouveau live temps additionnel sur la 5e journée de la Ligue des Champions. On va avoir l'occasion de débriefer ce match entre Arsenal et le Racing Club de Lens en grande partie. On va avoir, pas forcément beaucoup de choses sur lesquelles revenir malheureusement au vu du scénario de ce match, mais on aura l'occasion aussi de parler de ce qui s'est passé sur cette soirée du mercredi en live, bien sûr avec vous sur la chaîne Twitch de Sports Content et en replay sur votre plateforme de streaming préférée. Vous connaissez la musique pour les soirées Ligue des Champions. Avec moi ce soir pour discuter déjà de ce match entre Arsenal et le Racing Club de Lens, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui a bouleversé ses plans pour débriefer ce match Oh. déjà. Karel, comment vas-tu ? Oh, bouleverser ses plans, c'est un grand mot. Mais je suis très content d'être avec vous, même si voilà, on espérait une affiche un peu plus serrée, on va dire, avec un peu plus avec un peu plus de suspense. Mais voilà, très content d'être avec vous quand même. Salut à toi Yous dans le chat et puis Alban qui est avec nous aussi pour discuter de cette rencontre qui je pense va être assez simple à analyser. Ouais, salut Quentin, salut Karel, salut à tous, en particulier Youssouf dans le chat. Promis mon Youssouf, on va parler de Galatasaray parce que bon, il y a eu, On aura un il y a eu mot. il y a eu un match, on va dire un match phare ce soir avec Lens, Arsenal-Lens. On va plus se concentrer sur la première mi-temps, je crois, de ce soir, mais sinon c'était quand même une bonne soirée. On a eu pas mal de buts et tout, donc c'était cool. Ouais, on aura l'occasion bien sûr de revenir sur ce match de fou entre United et C'était plus Galatasaray. intéressant quand même. Hein. Il était vachement intéressant, franchement, surtout la deuxième Pour un mi-temps. match de 18h45, c'était vraiment pas mal. Hein. Et les matchs de 18h45, je pense, ont été le show stealer de cette journée de mercredi. Complètement. On va du coup avoir un petit peu quand même, parce que c'était un peu le but de ce live aujourd'hui, de parler du match entre Arsenal et le Racing Club de Lens. Une défaite 6-0 pour les Lensois. Ça pique un peu, on va pas se mentir. 5-0 mi-temps, il n'y a pas eu photo. Des buts, franchement, on a l'impression qu'on avait un match de Coupe de France entre un club de Ligue 1 C'est ça. et une Régionale 2. Voilà, sans faire offense bien sûr au football de Régionale 2 qu'on embrasse par ailleurs. C'est pas mal, Régional 2. Hein. Ouais, Au niveau de la N3, c'est ça, c'est pas mal, c'est pas pas mal. mal. Mais voilà, on a senti qu'il y avait des niveaux, des classes en moins sur ce match-là. Et que dire de la performance d'Arsenal qui a respecté ce club du Racing Club de Lens jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final avec cette victoire 6-0 et une première place assurée, il me semble, pour les Gunners en plus. Donc le job a été rempli déjà pour Arsenal, Karel, qui s'attendait peut-être pas forcément à une opposition aussi faible. Même nous en soi, en préambule de ce match, et c'est pour ça qu'on l'avait choisi, on s'attendait pas forcément à ce que Arsenal domine aussi largement son sujet ce soir. C'est ça, parce que Lens, déjà, dans un premier temps, jouait sa peau dans ce groupe-là, parce qu'aujourd'hui, il y a seulement l'Europa League qui est possible pour Lens, qui est quand même en bonne posture pour aller chercher cette troisième place. Au vu du groupe, ça resterait un bon résultat, mais c'est normal d'être un peu déçu quand on voit le départ qu'avait pris Lens aussi dans ce groupe-là. L'appétit est venu en mangeant pour les Lensois, et après la victoire à Bollaert, contre Arsenal notamment, on pensait qu'il y avait mieux à faire. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on a vu qu'à l'Emirates, c'était un autre niveau, tout simplement, et que Arsenal avait peut-être été un peu vexé aussi par cette défaite au match aller, tout simplement. Euh, voilà, après, ce qu'il faut respecter, je trouve, pour Lens, c'est que Francaise est venu avec des principes. Il a voulu presser haut, alors je respecte le fait qu'il veuille appliquer ses principes. Après, je pense que euh, ça manquait un peu de pragmatisme. Voilà, parce Ouais. que quand tu as un Martinelli qui se retrouve en face à face, enfin en 1v1 avec Frankowski, c'est franchement pas un cadeau. Voilà, on le sait aujourd'hui que les ailiers d'Arsenal, des Martinelli, des Saka, faut les cadrer, faut faire des prises à deux, même en PL, même les meilleures équipes de PL font des prises à deux aujourd'hui sur ces joueurs-là. Voilà, Frankowski, je pense qu'il a passé une très très mauvaise soirée contre Martinelli. Ah, c'est Et clair. puis après, il y a des choses qui sont un peu dommages. Le premier but, Danso, il saute pas sur Gabriel Jesus. Il est quand même bien plus grand que Gabriel Jesus. Il y a moyen de le bouger, il saute pas. Et c'est Jesus qui met la remise à Havertz. Donc voilà, il y a des trucs à redire pour Lens, mais je pense que globalement, on a vu qu'il y avait une classe d'écart. Et même sans ces détails-là, qui n'en sont pas au final,
je pense quand même que Arsenal se serait imposé dans beaucoup de cas. C'est de la science-fiction, mais on a vu quand même qu'il y avait quelques niveaux d'écart. Alban, est-ce que tu es de l'avis de Karel pour le coup? Est-ce que c'est un résultat auquel on pouvait s'attendre? Est-ce que, selon toi, Lens est quand même passé à côté tactiquement? Karel a très bien résumé la chose en parlant de ce pressing assez haut des Lensois en début de match qui leur a énormément coûté sur la première demi-heure et qui a fait que cette équipe a au final sombré face à une tactique d'Arsenal rondement menée. Pour moi, tactiquement, non, c'est pas une si grave erreur que ça. C'est la différence qui s'est fait par rapport aussi, enfin le lien, on va dire, avec le match aller, c'est la réussite côté Gunners qui est intervenu assez rapidement dans la rencontre et qui a un petit peu coupé l'herbe sous le pied des Lensois. Parce que pour moi, il y avait matière à faire quelque chose dans les intentions, encore une fois, mais à la réalisation, Arsenal, je pense que ils ont été un petit peu comme nous tous. Nous, on était hypés par la rencontre de ce soir par rapport au match aller et ce qu'on avait pu voir que les Lensois étaient capables de faire face à une grande équipe. Le problème, c'est que les Gunners ont été les premiers à s'en souvenir et à s'en souvenir très très bien et ils ont démarré tambour battant dès le début en étant très efficaces et surtout très intelligent. Là où j'ai un petit, comment dire, un petit bémol à mettre sur notamment l'entame des Lensois, c'est au niveau de l'envie, de l'agressivité, un peu de l'impact qu'ils pouvaient mettre. Karel a souligné sur un début, il me semble que c'est le but de Kai Havertz. Ouais, c'est le tout Euh, premier, c'est l'ouverture ouais, du débat. que tu vois un mec comme Danso qui prend même pas la peine de sauter, qui se fait manger dessus sur la tête par Gabriel Jesus. Pour moi, c'est un petit peu symbolique et significatif de ce manque d'envie. Après, peut-être que dans l'état d'esprit, ils étaient pas comme ça, mais malheureusement, dans certains actes, ça s'est retranscrit. Et les Gunners, ils étaient en pleine réussite. Il leur en fallait pas beaucoup pour étaler tout leur talent. Et puis après, quand très rapidement tu prends l'eau, ça fait que s'enchaîner derrière. Donc c'est dommage pour les Lensois, mais je pense pas que ce soit plus le côté tactique qui soit à critiquer ce soir. Est-ce que c'était peut-être une question de niveau, tout simplement? Une question de niveau, parce que on l'a vu, cette équipe a été capable de le faire à l'aller, de là à prendre 6-0 au retour. Qu'est-ce qu'il a manqué, selon vous, les gars, pour que Lens, au-delà de prendre une déculottée, fasse autre chose de ce match-là? Parce que certes, tout n'est pas perdu pour l'Europa League, puisque même Lens est dans une position favorable. Il suffira d'un seul petit point face à Séville à Bollard pour se qualifier en C3. Mais sur ce match-là, on peut quand même s'avouer déçu de la prestation, parce que collectivement, c'est là où il y a eu une grosse faille quand même. Je ne retiens pas, moi personnellement, un joueur qui est passé plus au travers qu'un autre. Collectivement, ça a été un gros naufrage ce soir pour les Lensois, mine de rien. Ouais, c'est difficile de cibler quelqu'un individuellement, c'est une défaillance collective. Mais je le redis, aujourd'hui, je pense que Arsenal a très bien aspiré le pressing des Lensois. Ils n'ont pas raté grand-chose. Typiquement, hein, sur les sorties de balles, sur les buts, les sorties de balles sont quand même très propres. Alors, on peut se demander si le renversement de Tomiyasu est volontaire ou pas, je suis pas certain. Mais bon, c'est la preuve aussi que, comme l'a dit Alban, il y avait beaucoup de choses qui montraient que ça allait mal tourner pour les Lensois ce soir. En fait, le gros problème aussi de cette rencontre, c'est l'entame, tout simplement. Alors, tu as le droit de prendre ce but de Kai Havertz, ça fait 1-0, mais le 2-0, il arrive trop rapidement, le 3-0 aussi, le 4-0 est déjà à 3-0. Bon, tu sais qu'à l'Emirates, ça fait du bruit, Arsenal a la maîtrise, mène 2-3 buts, ça va être compliqué de revenir, et derrière, ça s'enchaîne. Donc, je pense qu'ils ont essayé de réagir, mais c'est difficile, surtout quand tu sais, mais je pense que le résultat leur a pas échappé, que Séville menait 2-0 contre le PSV et qu'ils ont perdu au final 3-2, qu'ils ont complètement balancé cette rencontre, alors qu'une victoire de Séville aurait pu mettre les Lensois dans une position différente. Donc il y avait vraiment tout pour que la soirée soit compliquée, surtout au vu de l'entame en plus.
Bon, comme ça a été dit, de toute façon, Lens n'est plus en position de pouvoir se qualifier en huitième de finale, hein, c'est terminé avec cette défaite. Mais Lens peut encore le faire et se qualifier en barrage de ces trois, hein, en affrontant l'un des deuxièmes de groupe de cette Europa League. Aujourd'hui, est-ce que c'était ce qu'on pouvait espérer de mieux quand on prend avec du recul ce groupe-là pour le Racing Club de Lens, même si il va falloir au moins accrocher un nul face à Séville dans 2 semaines. Mais est-ce que quand on prend du recul avec ce groupe-là, est-ce que le Racing Club de Lens ne pouvait pas espérer mieux au final? Ah, si, ils pouvaient espérer mieux. Ouais. Parce que justement, par rapport au Paris Saint-Germain, pour comparer les clubs français, t'en as un qui se retrouve dans le groupe pseudo dit de la mort et t'en as un qui se retrouve dans un groupe plutôt homogène, avec certes Arsenal qui sortait du lot, mais ils ont prouvé lors de la phase aller que ils étaient capables aussi de faire de bonnes choses, notamment à domicile. Et là, moi, je suis un peu déçu pour eux parce que je pense qu'en plus, au vu de la configuration et de la physionomie qui est en train de prendre ce groupe, avoir une finale pour de l'Europa League face à Séville, c'est absolument pas un cadeau quand on connaît un petit peu, enfin quand on connaît tout simplement L'attachement? l'attachement qu'a Séville à cette C3. Je pense que ça va être compliqué et il va pas falloir se rater parce que bah voilà, comme c'est dit, c'est une finale de groupe pour continuer en Coupe d'Europe. Ils sont capables de le faire, ils l'ont montré, mais il va falloir mettre beaucoup plus d'ingrédients et je pense qu'à domicile, ils sont quand même capables de le faire, notamment avoir plus d'agressivité, surtout face à une équipe qui va en mettre énormément du côté des Andalous. Il va falloir être clinique et essayer de les assommer dès le début du match parce qu'on sait que c'est une équipe qui tourne pas très très bien en ce moment, enfin depuis un bon moment, mais ce début de saison et puis même la rencontre d'aujourd'hui l'a encore démontré. Donc j'aurais aimé ouais, une autre physionomie. Je trouve que c'est un peu dommage quand même. Mm. Alors, on aura l'occasion de parler un petit peu de ce qui s'est passé dans l'autre match du groupe un peu après. Pour parler un peu d'Arsenal, les gars, donc Carrel, on voit depuis le début de saison hein, une équipe qui a l'air d'avoir un peu changé par rapport à la saison dernière, un peu plus cohérente, un peu plus dominatrice, un peu plus souveraine dans son sujet. Actuel leader de Première Ligue, leader de son groupe en Ligue des Champions et assuré de finir en tête de ce groupe, qualifié pour les huitièmes de finale. Est-ce que c'est pas la saison de tous les possibles hein, pour Arsenal qui a toujours cette ambition de viser plus haut depuis quelques années maintenant? Alors, je garderai quand même un tout petit peu de nuance pour le moment sur Arsenal parce que je trouve qu'il y a des contenus qui n'ont pas forcément été les plus convaincants cette saison. Alors c'est normal, hein, tu montes en puissance au fur et à mesure de la saison. Et si Arsenal veut prétendre, et je pense peut prétendre, à être une de ces équipes un peu à la Manchester City, pas qui joue tout, mais qui veut être là sur la majorité des compétitions dans lesquelles elle est engagée jusqu'à la fin de la saison, il faut apprendre à monter en puissance et à gérer son calendrier. Aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a des prestations qui ont été un peu moins bonnes. En Ligue des Champions, on peut parler de la prestation à Séville, par exemple, que j'avais trouvé moins aboutie. On peut parler du match contre Chelsea aussi en PL, qui était un peu plus compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, le fait est qu'Arsenal réussit aussi à passer un cap parce que ils arrivent à gagner des matchs où c'est un peu plus compliqué. Ils arrivent à prendre des points. On voit l'exemple avec Brentford la semaine dernière où ils marquent dans les dernières minutes. Et puis, ce que j'ai bien aimé avec le match d'Arsenal ce soir, c'est que tu as 6 buteurs différents. Alors ça peut paraître anecdotique, mais pour moi ça l'est pas. Ça montre que le danger il peut venir de partout et tu n'as pas un seul buteur en fait. Et tu vois qu'un joueur comme Kaya Vert se remet peu à peu dedans. Et il a ouvert le score ce soir. C'est lui qui avait marqué à la 90e contre Brentford la semaine dernière. Donc je trouve ça parlant. Tu as un Gabriel Jesus qui rayonne, un Odegaard qui met son but, Martinelli qui fait mal et qui marque également. Jorginho c'est un peu plus anecdotique parce que c'est en fin de match et qu'on lui offre le penalty. Ouais, Mais il allait le chercher quand même, parce qu'Odegaard de base, il voulait le tirer. voilà, Ouais. donc c'était vraiment pour qu'il y ait 6 buts et pour appuyer notre stat et notre débrief. Mais non, très clairement Arsenal qui monte en puissance, je pense en tout cas, ça c'est sûr, par rapport aux prestations peut-être du début de saison, même si c'était imposé contre City. Et très clairement, il va falloir compter sur eux à partir des huitièmes de LDC et en championnat aussi.
Ouais, on peut compter sur eux, Alban, pour toi, sur le fil de la saison. Est-ce que l'inquiétude qu'on a, parce que là, du coup, c'est ce qu'a relevé Karel, c'est de pouvoir jouer les deux compétitions à fond, surtout la Ligue des Champions et, et le championnat, sans oublier, bien sûr, les coupes nationales. Est-ce que pour toi, cette équipe-là, elle a le potentiel aujourd'hui pour pouvoir gérer tout ça sur le long terme? Elle a le potentiel. Après, il faut pas qu'il y ait trop d'éléments qui jouent en leur défaveur parce que on s'était, alors c'était, je crois, lors de la troisième ou quatrième journée de Champions League, on commençait déjà à s'inquiéter parce qu'on avait vu Saka sortir en boitillant, etc. On s'est dit ouais, s'il y a un ailier performant qui est absent sur des rencontres, on va dire un peu plus importantes ou sur une période donnée, ça peut peut-être remettre en cause certains plans et certains objectifs que peuvent avoir les Gunners. Ils ont beaucoup de choses en leur possession pour justement jouer sur de nombreux tableaux avec de la qualité et avec énormément d'ambition. Mais comme l'a dit Karel, des fois c'est vrai qu'ils peuvent faire des choses un peu au forceps, mais le match d'après être un cran en dessous ou justement sortir des grosses prestations. Ils sont pas assez réguliers à la manière d'un City et pas assez rouleau compresseur pour moi pour être vraiment euh, ultra compétitif. Euh, et j'insiste sur le terme ultra compétitif sur toutes les compétitions parce que je pense qu'ils sont quand même capables de lutter pour le titre en première ligue, qui sont capables de faire un parcours assez sympathique, au moins aller chercher un quart de finale en Champions League, sachant que ils sont bien partis à voir d'ailleurs, je sais plus s'ils sont sûrs de finir premier ou Ah, ils pas. sont Je sûrs pense là. que Ils ont 4 ouais, points, 4 points d'avance sur le PSV, donc sûr. donc sûr de finir premier, logiquement ils vont donc avoir un second groupe. Ça peut ouais voilà, ça peut déjà être de bon augure pour eux sur la suite de la compétition. Mais après c'est toujours pareil s'ils sont privés d'un Saka, d'un Martinelli ou même d'un Gabriel Jesus qui a énormément pesé, qui a été ultra efficace ce soir je trouve d'un point de vue techniquement parlant. Euh, c'est euh, c'est pas assez ils sont pas assez sûrs de leur force comme je le dis pour faire un comparatif avec City encore. On peut quand même féliciter le parcours d'Arsenal jusqu'ici, puisque avant la manita de ce soir, c'était 9 buts en 4 matchs, c'était plutôt cohérent. 3 buts encaissés seulement. Une défaite, celle face à Lens à Bollard. Mais cette équipe-là voilà, est sur un bilan de 15 buts, 3 marqués, 3 encaissés, pendant que les 3 autres équipes du groupe ont des différences de buts négatives. Donc c'est plutôt de bon augure dans un groupe qui paraissait un brin homogène avec un Arsenal qui était en ultra favori bien sûr, mais Arsenal a plutôt bien géré les débats et a su garder son statut de Ouais. favori intact. Ça c'est Fallait plutôt. l'assumer, hein, ce Hmm. statut de favori, parce que c'était un retour en Ligue des Champions, c'est pas non plus une équipe qui a été là sur toutes les dernières éditions. Donc c'est bien d'avoir le statut de favori quand tu arrives dans une poule Mais comme il faut ça, l'assumer. mais Hmm. tu as des équipes qui ont l'habitude de jouer la Coupe d'Europe quand même, alors pas Lens, mais Séville, le PSV, voilà, ils sont là quasiment chaque année, que ce soit en Europa ou en Ligue des Champions. Donc fallait assumer quand même ce statut de favori. Bien Bah, sûr. moi, j'attends quand même de voir Arsenal à l'extérieur, parce que c'est aussi ça qu'on va les jauger sur des huitièmes, sur des quarts de Ligue des Champions, et qu'on va jauger leur capacité à faire mal parce qu'à l'Emirates, ils sont très bons. À Séville, je les ai trouvés plus en difficulté. À Bollard, ils ont perdu. Euh, donc, chez des équipes qui seront en huitième de LDC, il faudra aussi négocier au moins un bon match à l'extérieur pour espérer passer sur les deux matchs. C'est aussi la clé. Juste une chose, Arsenal n'a plus la Carabao aussi dans son calendrier. Il s'était fait éliminer Il n'y a par que West la Ham. FA Cup, oui, Donc, c'est ça. voilà. Très bien, merci de la précision. Un petit tour sur le chat. Oui, Fede qui nous dit qu'Ocampos sera suspendu en effet contre Lens. On va en parler puisque c'est le match qui avait lieu à 18h45, l'un des scénarios rocambolesques de ce début de soirée. Gauthier qui est avec nous dans le chat, on est envahi de Nerazzurri, c'est fou. Euh, Comme par hasard. comme par hasard. Peut-être que l'Inter a joué ce soir, je sais pas. Peut-être qu'on va en parler, peut-être pas, je sais pas. Merci à vous les gars hein, d'être là. Et puis oui, Séville est capable de réaliser l'impossible, Gauthier, tout à fait, pour aller en Europa League, même si
Séville, on va pas se mentir, c'est de pire en pire. Vraiment, on a l'impression qu'on frôle le ridicule à chaque fois. Maintenant, on replonge encore un petit peu dedans, un peu plus chaque semaine. 15e de Liga et désormais éliminés de cette Ligue des Champions ils ont perdu en début de soirée 3-2 à domicile face au PSV Eindhoven. Alors, tout se passait plutôt bien. Séville menait 2-0 jusqu'à la 66e et là, c'est le drame. Notre ami Lucas Ocampos prend un petit carton rouge et ce sont les remplaçants du PSV Eindhoven qui ont fait la diff pour remporter ces 3 points ultra précieux dans la course à la qualification. Et on a du coup des joueurs du PSV qui sont sûrs d'être qualifiés du coup, Victoire décisive, voilà, voilà, tout pour les simplement. huitièmes de finale avec cette défaite du Racing Club de Lens. On a vraiment, pour le coup, une équipe du PSV qui a su profiter de ce carton rouge. Mais le FC Séville s'est complètement saboté. Alors, il y a un homme qui est en cause, c'est Ocampos. Mais quand même, je trouve que... Bon, je l'avais en double écran celui-là parce que je suivais plus le match à Galatasaray. Mais j'ai pas l'impression que Séville ait eu beaucoup... Enfin, je sais pas, moi, ce qui s'est passé sur ce match-là. Je ne saurais pas expliquer. Je peine vraiment à trouver des mots sur le sabotage qui a eu lieu il y a un peu plus tôt dans la soirée. Mais ça fout Séville dans une position très indélicate. Tu n'as toujours pas gagné de match dans ta campagne européenne, 2 nuls, 3 défaites. Et tu vas à Bollaert, là où tu as eu un match compliqué à l'aller à domicile face à l'équipe de Lens qui avait plutôt bien bousculé ces Sévillans. Tu dois impérativement gagner, un nul ne suffit pas. Donc là, c'est vraiment très compliqué. Et est-ce que Lens aujourd'hui, est-ce que Séville aujourd'hui est vraiment dans une situation quasi impossible, Alban? Pour pour aller chercher une victoire à Bollaert. Ouais, Bah, pour moi, bizarrement, comme je l'ai dit, vu que c'est indirectement, enfin, c'est directement lié à l'Europa League. Pour moi, non, ils sont. Alors, je vais pas dire qu'ils sont favoris parce que on pense football et rectangle vert avant tout, mais moi je pense ils ont quand même les ressources. Ils ont des joueurs d'expérience qui sont capables de répondre dans ce genre de rendez-vous. Suffit que ce soit une soirée cauchemardesque, ce que je ne souhaite pas évidemment pour nos amis lensois, mais euh, 1-0, Sergio Ramos sur un coup de pied arrêté, ça bétonne derrière et ça peut suffire au bonheur des Andalous. Ce soir, ce qui a été un petit peu plus dramatique, je pense, pour les Sévillans, c'est d'avoir juste un élément clé, un seul élément qui fait que ça fait tout dérailler derrière parce que ils mènent 2-0. Enfin déjà le premier but c'est un coup de pied arrêté, donc voilà, c'est une situation où ils ont des joueurs pour faire la différence dessus. Derrière ils ont Ennissiri qui vient doubler la mise mais qui en rate une belle aussi en première mi-temps. Donc ils ont su se créer des occasions un petit peu contre le cours du jeu parce que c'était, je trouvais, assez équilibré en termes d'équipes qui cherchaient vraiment à produire, à créer, etc. Et dès qu'ils se sont retrouvés à 10, ils sont, alors je vais pas dire retombés dans des travers parce que je suis pas expert du FC Séville, mais on a senti ouais que à partir de ce moment-là, ils étaient beaucoup moins sereins et le PSV a joué décomplexé avec des entrants qui ont voilà su apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que la différence s'est faite et que la tournure du match a tourné. Mais à Lens, ce sera un autre match et je pense que ils peuvent créer la mauvaise surprise grâce voilà à l'expérience, un coup de pied arrêté, pourquoi pas, essayer de faire sortir des gonds certains Lensois inexpérimentés et se retourner le match en leur faveur. Non, mais c'est vrai que le rouge change tout en soi, je suis d'accord. Vous êtes là à le dire dans le chat, toi Alban, tu viens de le dire, mais c'est quand même assez symptomatique en fait d'une équipe qui est malade. D'une équipe qui est malade qui
maîtrise le match, fait une bonne prestation jusqu'à quasiment l'heure de jeu. Et derrière, tu as un fait de jeu qui fait totalement basculer la rencontre, mais qui, pour une équipe qui est en confiance, n'arriverait presque pas. Enfin, une équipe qui maîtrise vraiment son sujet ne dégoupille pas comme ça et ne prend pas, ne fait pas une erreur aussi bête alors que tu maîtrises ton sujet. Donc je suis désolé, aujourd'hui le FC Séville, moi, me fait penser à une équipe qui est vraiment dans une relation assez épanouie, etc. Mais qui aime bien la toxicité. Donc du coup, qui va Ah vraiment ouais. s'aborder sa relation avec ses C'est visé supporters. ça? Ouais, peut-être, je sais pas. Ah ok. Je sais pas, je suis senti sortir ça. Mais non, non, mais après, j'entends hein, que cette équipe allait bien jouer, etc. Que ça reste encourageant. Mais on va parler rectangle, mais on va parler aussi comptable. Aujourd'hui, ce club est 15e de Liga, est dernier de son groupe de Ligue des Champions et n'est pas en position de force pour se qualifier en C3. Donc moi, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, l'attachement à la Ligue Europa, etc. Moi aujourd'hui, Séville, je les vois absolument pas passer. Aujourd'hui, Séville, pour moi, ça ne passera pas. Comme ça, avec cette mentalité-là, ce n'est pas possible. Ce club pue la loose. Ce club pue la... Non mais Non mais c'est, non, mais non c'est mais vrai. je comprends. En ce moment, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, ça, ça pue la loose. Il y a rien qui va dans leur sens. Et ça, pour moi, ça ne changera pas tout de suite. Vous pouvez mettre tous les entraîneurs que vous voulez, rien ne changera. Ils sont capables, en effet, je suis d'accord avec toi, Gauthier. Je pense qu'ils peuvent sortir en effet un exploit parce que, enfin, c'est pas un exploit de gagner contre Lens quand t'es le FC Séville, mais au vu de ce qu'on voit depuis des mois et des mois sur cette équipe, je suis désolé, pour moi, c'est inconcevable aujourd'hui de voir cette équipe faire quoi que ce soit. Ouais, bah c'est difficile à imaginer, surtout après le scénario de ce soir. Mais après, je suis d'accord aussi sur le fait que sur un match avec des joueurs d'expérience à Séville en Europe que tu n'as pas à Lens, il peut se passer quelque chose quand même. Il suffit d'un début de match un peu défavorable pour Lens aussi, d'un avantage qui dure sur la durée dans le match et on peut commencer à entrevoir un scénario un peu catastrophique pour Lens. Après, j'ai quand même confiance en nos Français parce que je pense qu'à Bollard ça sera une autre histoire et aussi que Séville va peut-être commencer à avoir un peu plus la tête au championnat à un moment aussi, même si là ça serait bête d'abandonner maintenant parce que voilà, t'as fait toutes tes journées de Ligue des Champions et t'as l'Europa League qui est à portée de main en cas de victoire, donc voilà. Mais moi je tirerai pas un trait sur Séville parce qu'on sait l'équipe que c'est en Europe, et sur un match euh, c'est pas inimaginable pour moi de les voir déjouer un peu les pronostics. Ceci étant dit, j'ai revu le rouge de Campos. Enfin, pourquoi en fait? Enfin, c'est vraiment du gâchis pour le coup. Là, c'est vraiment du sabotage. Après, le rouge est peut-être, je le trouve un peu bizarre. C'est Mais deuxième jaune, mais je pense que deuxième c'est jaune, ok. Mais ouais deuxième jaune. c'est inscrit comme rouge sur la feuille de match, donc. C'est deuxième jaune, mais en fait, il se le prend ultra rapidement. Je pense que c'était un moment, pareil, parce que j'étais sur double écran, mais je pense que c'était un moment un peu tendu. Ça devait s'accrocher dans tous les sens. Et, et voilà, je pense que Ok. l'arbitre a voulu un peu calmer, faire respecter, on va dire respecter l'ordre en mettant un jaune sur un tac qui en soi il est pas non plus enfin il est pas non plus gravissime le tac, mais je pense que c'était pour calmer un peu les esprits et ça leur a pas servi parce que derrière ils se sont alors pas liquéfiés mais vraiment ouais ils sont sortis du match, ils se sont concentrés sur autre chose et ça Ouais. les a desservis complètement. Mais ça c'est je rejoins par contre Quentin sur cet aspect-là, c'est que c'est synonyme d'une équipe qui va pas bien. Une équipe qui va bien, quitte à faire une deuxième faute comme ça a été le cas d'Ocampos, c'est toujours un autre qui va y aller. Ou alors c'est quelqu'un qui va peut-être plus haranguer l'arbitre pour prendre peut-être jaune pour contestation, essayer de sauver le copain ou quoi. Là c'est vrai que ça Ouais. va pas spécialement dans Puis, leur sens sur ce point-là. Ouais. non mais tu fais bien de me dire que c'est deuxième jaune parce que du coup je voyais rouge sur la feuille de match, je croyais qu'il avait pris rouge direct, donc j'allais dire c'est peut-être un peu sévère. Mais oui, Mm. par contre je suis d'accord avec ce que tu dis. En plus c'est une faute qui est pas forcément nécessaire. Alors certes derrière il y a de l'espace dans le couloir, mais c'est pas non plus but assuré. Et puis
c'est 2-1 derrière et c'est pas non plus la 95e et un but qui te fait perdre le match. Donc ouais, c'est symptomatique d'une équipe qui manque de confiance et qui manque À, même de beaucoup de confiance. à noter en plus que les deux buts qui viennent sur centre de la part du PSV, ils viennent de ce côté droit justement sévillan où Ocampos Oui. sort justement. Et Dest met un vrai caviar sur le premier but. Mm. Ouais, en fait, le premier but arrive beaucoup trop vite après le rouge pour entrevoir un autre scénario, limite. Parce que tu te prends le but 2 minutes après le rouge, et quand tu manques de confiance, comme vous l'avez mentionné auparavant, c'est pas obligatoire de te faire remonter, mais tu commences à penser plus à l'éventuelle remontée que tu vas prendre qu'au résultat que tu vas conserver aussi. Donc, C'est il vrai. faudra voir à Lens, mais c'est vrai que ce Séville n'a pas l'air très menaçant en l'état. On va passer, les gars, sur le groupe A, avec notamment le premier qualifié de ce groupe A qui l'est depuis la journée précédente, c'est le Bayern Munich, qui a été tenu en échec par Copenhague. 0-0. Bon, le Bayern est déjà qualifié, donc pas peu Bref, d'importance. ça veut plus rien dire, hein. Ça veut plus dire grand-chose. Voilà, Enfin, c'est un bon résultat pour Copenhague quand même. qui reste deuxième du groupe Et Copenhague qui a, et qui va se jouer une petite finale face à Galatasaray. et oui, et qui a bien performé, et surtout qui a son destin entre les mains à l'heure actuelle. Exactement. Donc, Non, mais donc c'est un c'est ça résultat hyper positif pour les qui a son Danois. destin entre les mains par rapport à United, justement. Ouais, on va en parler de United. C'était le match vraiment, un des matchs de la soirée, si ce n'est le match de la soirée en soi, puisque United a été tenu en échec sur le terrain de Galatasaray. 3 buts partout, un scénario vraiment incroyable, avec des buts fous, une action de tout instant. Garnacho, Fernandez, McTominay pour les Mancuniens, doublé de Ziyech et Arthur Koglu pour les Stambouliotes. On a vraiment vu, Alban, un match incroyable en fin d'après-midi. Vraiment, en plus, cette deuxième mi-temps où ça va d'un but à l'autre, où tu as vraiment n'importe quelle des deux équipes qui peut craquer à tout moment, Mm. des actions vraiment folles qui ont conclu sur ce score de parité. Mais ça reste un bon résultat pour Galatasaray qui, en cas de victoire face à Copenhague, se qualifiera en huitième de finale et n'aura pas besoin de regarder ce que fait United du côté de Munich. Enfin, United Ah. du côté d'Old Trafford, du moins. Ouais, après, je pense que Galatasaray peut avoir des regrets quand même sur, d'une part, la physionomie de la rencontre et puis sur ce qu'ils ont produit. Je te rejoins totalement, par contre, sur le match qu'on a vécu en fin d'après-midi. Ah, Franchement, folie. je me suis régalé. T'avais l'impression, effectivement, ouais, qu'à la fin, il y avait plus de calcul. Comme tu dis, ça allait d'un but à l'autre. C'était vraiment top. L'ambiance, bon, comme souvent, à Galatasaray était au rendez-vous, donc ça a invectivé encore plus la physionomie de la rencontre. Mais c'est vrai qu'on a tout eu sur cette rencontre, et j'ai des regrets, ouais, pour Galatasaray, qui pouvait vraiment se mettre bien pour la suite, en allant chercher potentiellement qu'un match nul à Copenhague, parce que le déplacement à Copenhague va pas être évident non plus. Euh, Par contre, c'est pour United, où ça sent vraiment pas bon pour la qualif. Ils sont derniers, hein, tout de suite. Ils vont jouer contre le Bayern, qui, bah, là, on connaît un petit peu la philosophie allemande, qui est même s'ils sont déjà qualifiés, même s'ils sont déjà premiers, je pense qu'ils vont jouer quand même le coup à fond. Donc voilà, mais après, ouais, c'était un très très beau match, le meilleur de la soirée pour moi. Après, quelques points négatifs, on va dire, aussi sur certaines décisions au niveau de l'arbitrage. Alors, j'ai vu que Youssouf a parlé du hors-jeu dans le chat sur le but de Mauro Icardi, mais c'est plus peut-être la main qui n'a pas été sifflée pour les Oh, Stambouliotes. ça. Ouais, Faut Ça, pas me après, lancer sur les mains. ouais, non, mais de toute façon, après, Non, 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 ne on faites va pas pas ça. partir là-dessus, Non, mais non, non, non. Non, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal Abusé, à abusé. comprendre.
et je trouve ça dommage pour les Stambouliotes ce soir qui ont vraiment montré de bonnes choses. Hakim Ziyech, vraiment masterclass ce soir. Ça m'a fait plaisir de le voir à ce niveau. Même Dries Mertens qui a réalisé une très bonne partie. Donc non, franchement, moi j'ai pris mon pied devant ce match. C'était un régal. Le suspense est toujours là pour les trois derniers du groupe. Donc ça nous promet une dernière journée de folie. On en parle un peu d'André Onana, Karel? Oui, bah de toute façon, moi je voulais en parler demain dans le, dans le podcast On en PL. parlera, mais Dans tous une les petite cas, on va en preview. parler plus en profondeur, mais on peut parler d'Onana. En fait, le truc, c'est que oui, en fait, c'est des fautes de main qui coûtent très cher. Parce que celle de ce soir remet totalement Galatasaray dans le match. Voilà, et Ziyech est un incroyable tireur de coup franc, un très beau joueur, très bon pied. Autant sur le premier coup franc, je pense que Onana il peut pas grand chose parce que bah, c'est très bien joué de la part de Galatasaray, le mini mur des Turcs qui se baisse bien, et Galatasaray, voilà, on le sait, à cette distance c'est toujours très dangereux. Autant là, il y a mieux à faire, tu dois la capter. Mais si tu la captes pas, faut la repousser loin. Mais oui, c'est encore une fois Onana qui coûte des points. Alors il en avait conservé contre Copenhague, il en perd ce soir, donc on va dire que ça rétablit la balance. Mm. Mais Après, pas évident quand même, je te trouve dur. Je sais pas si tu as vu alors justement la il y a course le d'Anthony terrain, Martial. il y a Anthony Martial et il y a le terrain, où tu peux Le lui terrain, trouver des franchement, justifications. le terrain sur le but où justement il y a la faute de main, je le mettrais pas en cause parce que sur le coup franc, en fait, pour moi, le ballon ne touche pas le sol, donc il ne fuse pas ou il ne Ouais, se peut-être pour les ralentit pas ou autre. appuis à la limite, mais Ouais, je pense quand même que là-dessus, il doit faire mieux si on prend juste en compte l'aspect terrain. Par contre, t'as c'est vrai que raison, ouais, sur la le coup. course de Martial c'est Ouais, un peu il y a aussi dommage ça. parce qu'en première mi-temps, il en sort une incroyable sur une tête décroisée au premier Ouais. poteau et pareil, aurait pu. Mm. Il y a du mieux quand même, mais c'est vrai que c'est dommage. Surtout Oui, moi par qui l'ai contre, oui. connu l'année dernière, qui est vraiment, pour moi, c'était le meilleur gardien le meilleur gardien de la saison en Ligue des Champions, sans aucun doute sur la saison passée. C'est vrai que c'est dur de le voir commettre des erreurs qui coûtent aussi cher au final, et qu'on oublie un petit peu les bonnes choses qu'il arrive à faire à côté, même si le ratio est un peu biaisé, quoi. On va Mais t'as parler. raison, Ouais, vas-y, vas-y, pardon termine. Quentin, mais t'as raison de le préciser, Alban, il y a quand même du mieux, hein. Ça va mieux pour Onana dans sa saison à United. On n'est quand même pas sur les performances Oui, bien de sûr. son arrivée. Il a quand même gagné en régularité, mais on sait très bien comment c'est à ce niveau-là quand tu es gardien et quand tu fais des erreurs qui ressortent autant. Alors, j'entends l'argument d'Alban, mais l'impression visuelle va surtout nous faire retenir une erreur à ce niveau-là sans analyser en profondeur. Mais Alban, tu as raison de le préciser par rapport à la course de Martial. C'est souvent ça qui va ressortir pour Onana, mais on peut pas mettre ce match nul sur le dos d'Onana entièrement. Je veux dire, Manchester United est fautif collectivement, et c'est des mots qui durent depuis longtemps cette saison aussi. Et que dire des entrants aussi de United? Wow. Les Martial Pellistri. C'est triste. Oh là là, mon Dieu, c'est d'une tristesse. C'est Facundo Pellistri, ça fait des mois que j'ai envie de parler de ce mec-là. Je le trouve aussi inutile que possible. C'est un... Après, c'est des joueurs qui sont très. Enfin, alors pas Martial, hein, Non, mais, Martial, mais gros, ça fait 9 ans pas hein, Martial, pas Martial. Mais Martial avait marqué contre Everton. Et après, des joueurs comme Pellistri, des joueurs comme Mainou qui rentrent. C'est des joueurs qui sont encore très jeunes. Mainou avait été très bon contre Everton, notamment. Mais c'est un contexte aussi qui est pas facile pour des jeunes joueurs comme ça. Après, voilà, c'est pas je te rejoins, c'est pas un banc de la qualité du standard de Manchester United, ça c'est sûr. Non. Mais même avant ça, en fait, même avant ses entrées et même avant les buts, le but du 3-2 et le but égalisateur, Manchester United a jamais eu la maîtrise pour éteindre totalement les ambitions de Galatasaray. Galatasaray a toujours eu des occasions, en fait, dans ce match-là. Galatasaray n'a jamais semblé en dehors du match, même à 2-0, même à 3-1. Donc c'est ça aussi le problème de Manchester United aussi, c'est qu'ils sont pas capables de tuer les matchs sans même parler de but. Ils sont pas capables de les tuer dans la maîtrise.
C'est ça aussi le gros problème de Manchester United aujourd'hui. Et United qui se retrouve en position de faiblesse dans ce groupe-là, dernier avec son destin qui n'est plus entre ses mains, qui va de plus recevoir le Bayern Munich C'est ça aussi. lors de la dernière journée, pendant que Copenhague recevra Galatasaray. Ça va être très compliqué. Si une des deux équipes gagne, c'est fini. Entre Galatasaray et Copenhague, si une des deux équipes gagne, c'est fini pour United. Il faut espérer gagner contre le Bayern à domicile pour se qualifier en C3. Honnêtement, c'est hyper mal embarqué. Et je l'avais peut-être un peu dit aussi il y a 3-4 semaines. Mais bon, je l'avais prédit. Non, mais voilà, Galatasaray qui a fait quand même, il faut le dire, une très très belle phase de groupe. Quoi qu'il arrive sur la dernière journée, et Copenhague aussi, Copenhague et Galatasaray qui, pour le coup, ont été... Ce groupe-là va être à suivre sur la dernière journée. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant pour savoir qui accompagnera le Bayern et qui ira en C3. Sur le groupe C, on avait déjà un qualifié. Là, on jouait surtout pour la première place entre le Real et Naples. Et c'est le Real qui va prendre cette première place, s'assurer la première place. Avec cette victoire, 4 buts à 2, parce qu'il y a eu un but en toute fin de rencontre pour les Madrilènes face aux Napolitains. L'effet Mazzarri, j'ai envie de vous dire, du côté du Napoli, qui n'a pas encore pointé le bout de son nez, ça ne saurait que tarder. Non, je suis méchant, excusez-moi. Ils ont perdu tard en plus, pour le coup. Ouais, bon. Allez, on va dire que ça va prendre du temps. Ils ont gagné ce week-end face à l'Atalanta. Voilà, on va pas trop leur en demander. Mais voilà, victoire 4-2 du Real qui fait son bonhomme de chemin, qui fait sa campagne de poule vraiment d'une manière très sérieuse. 5 victoires en 5 matchs pour les merengues. C'est très très propre, Karel, de ce qu'on voit depuis le début en tout cas. Même si on a à plusieurs reprises évoqué le Real de Bellingham. Ça commence un petit peu à monter en puissance chez certains joueurs et ça fait plaisir quand même. Oui, en plus le Real qui arrive à faire sans Vinicius, et il faudra faire sans Vinicius aussi dans les prochaines semaines. Ça, c'est le gros problème pour le Real tout de même. Mais le Real qui était dans un groupe à sa portée, qui était favori. Encore une fois, ce statut de favori, même quand t'es le Real Madrid, il faut l'assumer. Ils ont été très sérieux, ils se sont rendu la tâche plus facile au fur et à mesure des journées. Faut pas oublier qu'il y avait un match qui avait été compliqué là-bas au Napoli, qu'ils ont réussi à gagner, pas n'importe comment, mais un peu comme le Real arrive souvent à gagner ses matchs, donc on peut plus dire que c'est des coïncidences et du hasard, et on peut plus dire que c'est une des coïncidences quand tu vois aussi le but de Bellingham et le run que Bellingham te fait. Je pense qu'il y a un vrai travail qui est fait aussi du côté d'Ancelotti pour l'aider à être décisif devant le but. S'il marque autant cette saison, c'est pas pour rien. Et son run sur le but égalisateur, je crois qu'il met Bellingham de la tête. C'est une vraie course, c'est une vraie course d'attaquant. Donc voilà, aujourd'hui, le Real, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'il y a de la réussite, on peut dire qu'il gagne les matchs à l'arraché, mais au final, c'est plus du hasard, on le sait en Ligue des Champions avec tous les titres qu'ils ont remportés. Donc voilà, le Real sera encore au rendez-vous. Et le Real, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des blessures, qu'il y ait des croisés de partout dans l'effectif, sera un concurrent à la Ligue des Champions, parce que le Real est toujours un concurrent à la Ligue des Champions. Comme nous le dit Fédé sur le chat, c'est la DNC1 cette équipe. C'est ça. Même si tu fais légèrement tourner, je pense que cette équipe-là, elle peut réaliser de grandes choses. Et le fait de se faciliter autant la vie alors que tu as des absents, c'est aussi signe d'une bonne santé pour cette équipe-là. Et qui récupérera un Vinicius un peu plus tard dans la saison pour jouer un potentiel huitième de finale, enfin pas un potentiel, un huitième de finale, puisque le Real est qualifié et est sûr d'être premier de son groupe. De son côté, le Napoli, Alban, c'est quasiment fait, malgré cette défaite. On a une équipe qui est malgré tout bien placée dans son groupe, deuxième avec 3 points d'avance sur Braga. Il y aura un match entre Naples et Braga lors de la dernière journée. Mais sauf cataclysme, Naples devrait voir les 8e. Ouais, totalement. De toute façon, faut qu'ils accrochent juste un match nul. Il y a des bonnes choses qui ont été montrées ce soir quand même du côté napolitain. J'ai trouvé une équipe qui a réussi quand même à poser pas mal de problèmes au Real, qui a su se créer des occasions, être dangereux.
un peu un peu de manque de méchanceté de côté tueur par moment. J'ai en tête une ou deux occasions de Gvara qui doit être beaucoup plus tueur. Mais il y a, de toute façon, l'effectif, on le dit depuis le début de saison, vu que c'est quasiment le même que la saison dernière, côté napolitain, ça reste un effectif de qualité. Et là, Mazzarri, il se casse pas la tête. Là, ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre dans de bonnes conditions les joueurs, un petit peu à l'image de ce que peut par exemple faire Ancelotti au Real. Ça veut dire qu'il connaît la force des joueurs qu'il a à disposition. Il essaie de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour justement un petit peu alors pas les laisser s'auto-gérer, il donne quand même ses consignes, mais on sent qu'ils sont un peu plus libérés, qu'ils ont un peu plus de plaisir à jouer ensemble. Pour avoir vu également le match sur la pelouse de l'ADA le week-end dernier, ça a repris un peu plus d'efficacité, un petit peu plus de tranchant, un peu plus de goût pour les efforts. Et quelque chose qui, moi, m'énervait un petit peu avec Rudy Garcia, c'est que ils exploitent beaucoup plus les largeurs du terrain, là où Rudy Garcia essayait un petit peu de s'entêter dans l'axe. Et ça, c'est pas grand chose, mais ça semble avoir un petit effet. Donc pour la qualification, je pense que ça devrait bien se passer. Même s'il faut quand même faire attention parce que Braga, ça reste une équipe qui aime bien jouer, qui aime bien proposer de belles choses à ses adversaires directs, mais la différence de talent intrinsèque devrait être plutôt positive et plutôt dans le sens des Napolitains. Ouais. Dans l'autre match, Braga a été tenu en échec sur sa pelouse face à l'Union Berlin, un partout. L'Union qui, de son côté, peut encore espérer une qualification en Europa League. Il faudra gagner à domicile contre le Real Madrid, ce qui ne va pas être simple, et espérer un faux pas de Braga face au Napoli. On peut considérer que c'est mort pour, pour l'Union. Après, on n'est pas à l'abri que le Real fasse tourner lors de la dernière journée. Ça ressemble pas au Real de l'achat un match de Ligue des Champions. On peut d'ores et déjà, je pense, faire un micro-bilan quand même de l'Union en Ligue des Champions. C'est à l'image de sa saison, très en difficulté et peut-être forcément pas au niveau pour le moment pour des échéances comme celle-ci. Ouais, bah après c'est bien, ils ont réussi à prendre 2 points sur leurs 2 derniers matchs. C'est mieux que rien, les 2 premiers points de leur histoire en Ligue des Champions. Je pense que c'est vraiment pas leur principal problème actuellement Non, à l'Union, vu le début de championnat qu'ils sont en train de faire et même vu le premier 17e, tiers hein. de championnat qu'ils sont en train de faire. Voilà, ils viennent de changer d'entraîneur, il me semble. Oui, Je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est pas forcément d'aller chercher cette troisième place qui va quand même être compliquée à aller chercher, même si tout reste possible. C'est vraiment voilà de bien finir. Je trouve quand même que ça sert à rien sur le plan sportif, hein, mais c'est bien quand même d'avoir pris 2 points et de ressortir de cette première phase de poule de Ligue des Champions de leur histoire, hein, il me semble, oui. avec ces 2 points. Voilà, c'est bien aussi pour les têtes, c'est bien aussi de se rassurer face à Braga avec un nouvel entraîneur et maintenant, je pense, principalement focus sur la Bundesliga pour l'Union. Oui, parce que l'Union est 17e de Bundesliga avec seulement 2 victoires. C'était lors des 2 premières journées de Bundes et depuis plus rien pour les hommes désormais de Bielica, l'entraîneur croate. Ouais, l'Union qui peut encore espérer se qualifier en C3, reverser dans ce barrage, mais il faudra gagner à domicile face au Real et que Braga perde face au Napoli lors de la dernière journée. Pour le dernier groupe de cette journée, le groupe de la Real Sociedad, de l'Inter, de Salzbourg et du Benfica. Il y a eu aussi un scénario rocambolesque entre l'Inter et Benfica. 3 partout après avoir été mené 3-0. L'Inter a renversé la vapeur. Et là, tous les Nerazzurri dans le chat vont faire une holla. Quel scénario, Alban. L'Inter qui était mené 3-0 à la mi-temps et qui a su remonter d'une manière assez incroyable ce match qui semblait totalement lâché par les hommes d'Inzaghi. Bah, je pense que peut-être déjà dans les têtes, il était lâché dès le début parce qu'il avait mis vraiment l'équipe B
mais la vraie équipe B, quoi. Hein. C'était vraiment, il y avait tous les remplaçants qui étaient sur la pelouse à l'entame du match. J'avais même vu dans la presse comme quoi sur certains postes, il y avait des chances de voir quelques titulaires. J'avais vu par exemple Kitarian, mais au final que nenni. Donc non, franchement, c'est un match symbolique pour les deux équipes. Benfica pour montrer justement que vraiment dans cette saison en Coupe d'Europe, c'est vraiment pas ça, et que même quand ils ont la possibilité de d'avoir une victoire, de rapporter des points à l'indice UEFA du Portugal, et ben ils finissent quand même par choke face à l'équipe B de l'Inter. Et puis l'Inter qui est dans ses traditions de la Pazza Inter, totalement folle à revenir à passer de 3-0 à 3 partout. C'est pas la première fois que ça arrive, et puis connaissant le club, je sais que ce sera pas la dernière non plus. Donc c'est plutôt du point de vue de l'Inter, c'est plutôt positif Déjà parce qualifié, que on rappelle, hein, de toute façon. ouais, totalement. Puis en plus, on va y revenir rapidement, je pense, mais de l'autre côté, la Sociedad a fait exactement le même résultat, donc tout va vraiment se jouer sur la confrontation directe pour déterminer qui sera premier et qui sera deuxième. Mais c'est positif parce que je pense que aborder on était sur une série de trois matchs, trois gros matchs, avec le déplacement à la Juve, le déplacement à Benfica et le déplacement qui se profile sur la pelouse du Napoli. Ça aurait peut-être fait un peu mal à la tête de rentrer avec un 3-0 avant d'aborder le match face au Napoli. Là, au contraire, on a montré une vraie force, une vraie preuve de caractère, et que quand on se décide à jouer, quand on se décide à mettre les ingrédients qu'il faut dans les rencontres qu'il faut, eh ben, on est capable de faire de bonnes choses. Donc c'est plutôt de bon augure pour bien préparer le week-end qui nous attend, et espérer faire une très bonne finale, j'ai envie de dire, face à la Sociedad le 12 décembre. Hier, dans le chat, en plus, vous disiez oui, Joao Mario va marquer, mais vous a claqué un triplé. Ouais, mais franchement, il pouvait. Hein, l'année dernière, s'il nous l'avait mis en quart de finale, ça serait un peu moins bien Ouais, passé. là, ça va. Là, 3-0, on était déjà qualifiés. Ils étaient pas sûrs de pas aller en huitième. C'était bon. C'était pour leur remercier de nous avoir enflé de 40 millions une- pour trois bons matchs à l'Euro 2016. Donc voilà. Et Benfica, du coup, avec ce match nul qui n'arrange pas du tout ses affaires, parce que c'est Ah non. donc le premier point du Benfica dans cette phase de poule, et va devoir gagner par au moins 3 buts d'écart son dernier match face à Salzbourg pour espérer se qualifier en C3. Là, ça peut faire partie des grosses déceptions de cette phase de poule, Karel. Ouais, bah c'est dommage parce que tu te rends compte qu'il y avait quand même encore de l'enjeu pour le Benfica et ils ont totalement lâché ce match-là. Enfin, c'est un Inter en plus qui est déjà qualifié, donc qui a fait rentrer quelques-uns de ses titulaires pour essayer de retourner la situation, mais t'avais quand même le match en main, t'étais à domicile, 3 buts d'avance. Là, tu te rends la tâche ouais, très, très compliquée, beaucoup plus compliquée que ce que ça aurait pu être en cas de victoire ce soir, parce qu'ils auraient été à un point de Salzbourg, donc une victoire aurait suffi. Là, il va falloir y mettre la victoire et en plus plusieurs buts d'écart. Donc ouais, tu te sabotes un peu pour cette troisième place. Maintenant, tout reste possible, mais c'est aussi un des matchs où tu sais que les deux cas de figure sont possibles, mais tu penches quand même beaucoup plus pour une qualification de Salzbourg en Europa. C'est vraiment dommage pour les Portugais. Et Alban a parlé du coefficient UEFA. Là, pour le coup, ça peut faire mal aussi à ce niveau-là. Hein. C'est bête, mais c'est des petites choses comme ça aussi qui peuvent avoir de l'impact à d'autres niveaux. Ouais, le Portugal qui a un peu mal embarqué en plus sur l'indice UEFA ces dernières années. Ouais. Donc grosse vigilance. Et puis Salzbourg qui a fait nul face à la Sociedad, 0-0. Bon, il n'y aura pas grand-chose à dire de ce match-là. Le résultat fait que la Sociedad jouera sa première place, que c'est actuellement la Sociedad qui est en tête de ce groupe D. Donc à Meazza, le 12 décembre. Donc là aussi, on aura un gros match. Là, je trouve que dans ce groupe D, moi, je suis premier de groupe. J'ai pas envie de me taper l'équipe qui va finir deuxième. Oui, Déjà, c'est un petit bourbier. Si l'Inter finit deuxième, c'est un bourbier. Si la Sociedad finit deuxième,
ça peut être l'équipe qui peut bien casser les couilles, ça. Ça je peut pense. être, ça peut être l'équipe qui fait un bon run en Ligue des Champions cette année qui peut être surprenante, ouais. T'en as un peu une chaque année, la Sociedad, ça peut être cette équipe-là. Il y aura ce groupe-là, et puis il y aura le groupe forcément du PSG où t'as pas forcément envie de prendre le deuxième de ce groupe-là non plus. Exactement. Voilà, c'est toujours le cas en huitième. Salzbourg, par contre, c'est un bon nul, hein. On parlait du Ah mauvais ouais. nul de Benfica, mais du coup, bon nul pour Salzbourg à la Sociedad, pour le Mm. coup, on peut le dire Bah, aussi. totalement, parce que ça les met en position très favorable Mm. pour la qualif en C3. Donc tant mieux pour eux. Si vous aviez, avant de se quitter, les gars, une image à retenir de cette soirée, un fait, un résultat, ce serait quoi pour vous, Karel? Bah moi j'ai regardé uniquement le, le match d'Arsenal, donc forcément difficile de ne pas te dire la déculottée d'Arsenal, enfin la déculottée de prise par Lens face à Arsenal pour le coup. Et je suis un peu déçu parce que bon, on en avait parlé un peu en préambule au moment de choisir le match qu'on allait traiter principalement, et je m'attendais vraiment à autre chose de la part de Lens, donc j'ai peut-être été un peu naïf par rapport au niveau qu'allait afficher Arsenal à l'Emirates. Mais je pensais quand même que ça serait un peu plus accroché et qu'il y aurait un peu plus de suspense. Donc voilà, je pense que mon image de la soirée, parce que j'ai pas vu les autres matchs dans leur entièreté, donc ce serait un peu mentir que de dire que c'est autre chose. C'est vraiment la différence de niveau et le step qu'a passé Arsenal à l'Emirates ce soir aussi. De ton côté, Alban, on est plutôt sur quoi? Je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais j'avais parlé de Hakim Ziyech qui a réalisé une grosse prestation aujourd'hui. C'est Mais, vrai aussi. mais plus globalement, je pense que la rencontre entre Galatasaray et United peut faire office de, justement de belle vitrine de la soirée européenne qu'on a vécue. Donc plutôt intéressant, hein, de voir les grands joueurs répondre sur des grandes affiches. Maintenant qu'il est en Turquie, en plus Hakim Ziyech, c'est vrai qu'on a un peu moins l'opportunité de le suivre. Mais, euh, mais en tout cas, je me suis régalé devant ce match particulièrement. Donc ce serait ça l'image. Ouais, moi je reste sur le Galatasaray United C'est aussi. vrai. Je pense que Vous avez c'est. raison. J'avais oublié que je l'avais vu aussi. Bon, eh ben, J'étais en premier, en plus j'aurais pu le dire en premier. Grosse erreur de ma part. eh oui, oui, dommage pour toi. Ah, c'est bien, comme ça on est complet. Alban t'a volé ton buzz. Eh oui, Dommage pour non, mais toi. Alban fait preuve de plus de clairvoyance. Voilà, il faut l'avouer. La Non, mais c'est vista, vrai, très beau match. Heureusement qu'on a eu ce match de 18h45. D'habitude, je les regarde pas trop. c'est vrai. Mais celui-là, très très agréable. Eh bien, merci en tout cas à vous, messieurs, de m'avoir accompagné sur cet épisode Ligue des Champions, hein. Un plaisir de faire ces émissions avec vous. Et puis, merci à vous qui êtes passés dans le chat pour parler avec nous et puis donner vos ressentis sur cette soirée de Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions, on se retrouve le 12 et 13 décembre prochain avec la dernière journée. C'est ça, oui, 12 et 13 décembre. Donc que ce soit en direct sur Twitch, sur cette même chaîne, twitch.tv/sportscontentfr. Pour ceux qui ne nous écoutent pas en live, venez, il y a une bonne ambiance, surtout avec les Nerazzurri. Voilà, ils viennent en nombre à chaque fois. C'est les copains, c'est la famille. Merci donc à ceux qui nous ont suivis en live. Et puis bien sûr, pour ceux qui nous écoutent en replay, hein, c'est disponible quelques minutes après la fin de ce live. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé aussi de ces matchs de Ligue des Champions. Nous, on se retrouve dès vendredi pour les podcasts hebdomadaires Serie A, Liga, Première Ligue, Bundesliga. Voilà, comme chaque semaine en temps additionnel, on vous régale avec des analyses toutes plus poussées voilà, que les autres, tout simplement. On va se quitter là-dessus. C'était temps additionnel. Passez une excellente semaine de football. Ciao tout le monde.